Morning Business. French Tech. Et une deuxième usine ce matin. Ouais. On a tout à l'heure fait une usine à Aix-en-Provence avec notre pépite. Maintenant, c'est Carbone. Carbone qu'on connaît bien ici, et son président cofondateur Pierre-Emmanuel Martin, avec une nouvelle usine en cours d'élaboration à la Fos-sur-Mer. Bonjour. Bonjour. Alors cette usine, c'est pour quand et quelle est votre ambition en termes de production sur ce site ? Cette usine, c'est pour 2026. C'est sur un site de 60 hectares à Fos-sur-Mer, sur le grand port maritime de Marseille. Et sur cette usine, il y a 1,6 milliard d'investissement, c'est 5 gigawatts de production de panneaux solaires, qui est à peu près l'ensemble de ce qu'on installe chaque année en France à cette date. CMA CGM a annoncé entrer au capital il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ça change ? Ça accélère le calendrier ? Vous dites, c'est juste une question d'argent en fait, d'accélérer le calendrier, où il y a quand même des objectifs industriels à tenir. Alors il y a effectivement des objectifs industriels à tenir. Rodolphe Saadé nous a fait l'honneur de l'annoncer lors de la visite du président Macron à Marseille, où j'étais également invité. Ça va effectivement accélérer le tempo. On était effectivement dans une recherche de fond et j'avais pu être interviewé ici. Je vous remercie. Tout à fait. C'est un running gag. C'est très sympathique de venir le matin chez vous parler de cette aventure. Et effectivement, CMA CGM, c'est quand même un très grand industriel. On connaît cette capacité aussi de projection dont nous on cherche aussi à bénéficier. C'est une entreprise globale. On se veut aussi une entreprise demain globale. Et leur arrivée effectivement accélère et cristallise beaucoup de choses pour nous. Oui. Alors les panneaux photovoltaïques, c'est aussi beaucoup de technologie derrière, c'est aussi de l'électronique, c'est aussi des composants, des semi-conducteurs. Quelle est la part que vous allez réussir à réaliser en France sur ces panneaux solaires ? Alors notre ambition, tout d'abord, c'est revenir, je l'ai dit, mais j'aime bien le répéter, jusqu'au début des années 2000, la France était un des leaders sur ce secteur industriel, technologique. Voilà. Donc après, la Chine a pris ce virage extraordinaire et a amené le solaire compétitif. Nous, notre ambition, en tout cas à Carbone, et avec les autorités françaises et puis le CEA et des instituts allemands, c'est de réussir avec aussi des industriels de l'équipement, de l'amont, les industriels qui produisent la matière première, le polysilicium, c'est de réussir à recréer un écosystème complet en Europe, non pas pour nécessairement être totalement indépendant, mais en tout cas pour recréer un peu de rapport de force et dire à la Chine, on veut bien vos produits, mais nous saurons le faire si ça se tend entre nous demain. Le photovoltaïque, c'est un des exemples que cite Emmanuel Macron comme un des échecs de la politique industrielle de ces 20-30 dernières années. Ici, aux rencontres économiques d'Aix, le thème, c'est recréer de l'espoir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, c'est trop d'espoir ? C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on va réussir à être un leader européen, un leader français dans le photovoltaïque, mais est-ce qu'on n'y met pas trop de choses ? Parce que la compétition, elle est quand même féroce. Alors, moi, je préfère dire toujours qu'un match, pour pouvoir espérer le gagner, il faut le jouer. Donc voilà, on est là pour réussir quelque chose qui effectivement apparaît grandiose, mais on a tous les ingrédients pour réussir. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Après, vous dites un échec de la politique industrielle. Disons que c'est l'absence de politique industrielle qui a fait l'échec. Donc maintenant que la politique est en train de se mettre en place au niveau européen, donc là, il y a un axe franco-allemand qui aussi se redessine autour du solaire photovoltaïque et on est heureux de travailler. On n'avait pas compris que c'était important en fait. Non, c'est pas qu'on n'avait pas compris, c'est que cette technologie était très chère et nous étions très forts sur des applications en dehors du réseau. C'est-à-dire que vous aviez un réseau électrique avec des machines tournantes, des centrales nucléaires, des centrales hydrauliques, des centrales à charbon et puis du solaire photovoltaïque pour tout ce qui était loin du réseau. Et comme la France avait, avec ses dom-toms, avec son linéaire côtier, avec beaucoup besoin d'électricité très loin du réseau, on était fort là-dessus. Et puis à un moment donné, les Allemands, les Japonais, les Américains, puis les Chinois ont mis le solaire dans le réseau, ce que nous avons refusé en France, pour différentes raisons. Notamment parce qu'il y avait le nucléaire, j'imagine aussi. Alors après, je ne rentrerai pas dans les lobbies. On rentre pas dans les lobbies. Je ne rentrerai pas dans ces débats. Contre énergie. Non, on fera pas énergie contre énergie. On dira simplement que quand vous avez l'habitude de faire des choses, il est très difficile d'aller sur d'autres axes. Les Chinois, eux, avaient besoin d'énergie et le solaire est arrivé là-dedans. Alors j'imagine que vous êtes déjà en train de négocier aussi les contrats avec vos futurs clients. Tout à l'heure, on a parlé de la SNCF qui, par exemple, voulait, grâce au solaire, assurer 10 à 15% de son approvisionnement en électricité grâce à ces panneaux solaires. C'est un client que vous prospectez déjà ? Oui, ce sont des clients très intéressants comme les collectivités et les particuliers ou beaucoup d'industriels qui aujourd'hui s'équipent de solaire pour lesquels on est arrivé à une
un tel niveau de compétitivité du solaire, même celui fabriqué en Europe sera très compétitif, ce que nous fabriquons est très compétitif, qui fait que la question du prix d'un module ne rentre plus tellement dans l'équation. Ce seront les installateurs, tous les équipements électroniques qu'il y a autour, qui forment le prix d'un système, et là-dessus on va surfer là-dessus. Oui. 3000 emplois directs vous allez créer, et j'imagine beaucoup plus d'indirects. Notre invité à 6h45 qui fait des gouttières, ça n'a rien à voir pour les dents, à 6h15 nous disait la région n'a aucun problème d'attractivité. On n'a aucun problème à vendre la qualité de vie, à faire venir des talents. C'est vrai ou pas? Alors c'est une région effectivement qui est très dynamique, mais qui a ses propres contraintes d'infrastructure. Il va falloir quand même le dire, il y a une tension sur l'approvisionnement en énergie, en électricité en particulier. Si on prend la zone industrialo-portuaire de Fos, la quantité de projets qui est annoncée fait qu'il y a une demande de puissance qui est assez énorme. Et comment on gère le fait qu'il va y avoir besoin d'électricité dans des délais très courts sur des volumes très très importants. Mais oui, cette région est extrêmement dynamique, on le sait, dans sa démographie. Elle est très attractive, je le mesure. Nous avions l'opportunité de faire de l'usine ailleurs, dans d'autres géographies. Celle-ci fait que tout d'un coup, des cadres internationaux postulent dès à présent. Alors l'autre compétition, c'est sur le foncier, parce que pour installer des panneaux photovoltaïques, il faut du foncier. Les fermes photovoltaïques demandent beaucoup de terres, qu'elles soient agricoles, on peut recouvrir maintenant certaines productions, mais il y a la compétition, les usines, les logements. Est-ce que c'est compliqué justement aujourd'hui de trouver des endroits pour poser les panneaux? Alors, nous, là, ça sera une usine qui fabriquera les panneaux pour ceux qui vont après les poser. Je pense à vos clients, effectivement. Je pense que c'est justement tellement facile d'en mettre partout que, effectivement, la question, c'est comment on choisit, pour un État régulateur, organisateur, quels sont les projets, quelles sont les règles que je mets pour pouvoir éviter qu'il y en ait tellement partout, parce que c'est tellement facile à poser. Donc, effectivement, vous l'avez dit, sur l'agricole, il y a cette question de maintenant ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire la possibilité de faire et de la production d'énergie et de la production alimentaire. Voilà, donc ça, la France est un des leaders là-dessus, et on doit rendre grâce aux organisations agricoles qui ont quand même poussé à ce qu'il y ait un cadre qui soit créé. Mais là-dessus, pour nos clients, la question demain sera la question de la marge, comment on leur sécurise des marges et qu'ils évitent d'aller chercher toujours le moins 10 ans sur des panneaux, parce qu'il y a les Chinois, et derrière un Chinois, il y a toujours un autre Chinois, et il y a toujours à la fin la possibilité d'avoir même quasiment des panneaux gratuits si on cherche bien dans des warehouses à Rotterdam ou ailleurs. Donc c'est comment à un moment donné on garantit un niveau de qualité et de prix et de marge à des clients en évitant qu'ils aillent toujours chercher moins cher ailleurs. On a beaucoup parlé de délais industriels, notamment dans la loi Industrie verte. Vous qui avez un projet jusqu'en 2026, vous avez l'impression là qu'on accélère un peu, qu'on a mieux compris que c'était quand même une course de vitesse? Oui, alors dans le cadre effectivement de ce projet de loi, nous on porte un certain nombre d'amendements pour effectivement renforcer et accélérer les implantations d'usines. Effectivement, là on le disait tout à l'heure, c'est la question de la politique industrielle. C'est-à-dire que on sort quand même de 30 ans où ça a été quand même la compétition, le libre-échange, où on s'est et la question de la politique industrielle a été un peu abandonnée dans les années 80-90 en France. On était fort là-dessus et ça revient. Bon, là on est très content d'avoir ce genre de loi qui arrive. Alors ça revient avec un débat parmi les économistes, notamment chez nous, Jean-Marc Daniel qui dit toujours mais la globalisation c'est bien, faut arrêter de vouloir produire ce qu'on peut faire en Chine moins cher. Ils sont pas nombreux à défendre ça. Mais Jean-Marc, oui, et puis c'est intéressant parce que les gens vous dites non, en fait on s'est trompé pendant plusieurs années, des décennies, et il faut Je ne dis pas tout à fait ça. Et le journaliste que je ne connais pas, et je serais très heureux d'avoir un débat, mais c'est 7h10 tous les jours sur Good Morning Business, n'hésitez pas. Oui, non, je regarde, mais j'aimerais avoir un débat. Il y a les replays, les podcasts si vous voulez. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vieille tradition en économie qu'on appelle le laisser-faire et qui vient de Hayek, von Mises, et on la connaît. Et effectivement, à un moment donné, il faut la contestation d'un système un peu trop étatique ou autoritaire qui intervient trop, et le marché a des vertus. Mais là, on est allé trop loin. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Pierre-Emmanuel Martin, président cofondateur de Carbone. Vous avez quasiment lancé les débats pour les tables rondes des rencontres d'Aix, ce débat sur la réindustrialisation, sous la souveraineté, sur la transition écologique, sur le donner envie aussi aux Français et aux salariés. Et aux jeunes. On parlera beaucoup des jeunes ici. Pas d'angoisse ici, mais de l'espoir. On n'a pas trouvé de start-up pour zigouiller les moustiques, par contre. Pas encore. Bon, alors peut-être. Plutôt attaqué par les mouches, parce que les moustiques c'était à 4h, c'est les mouches. Moi, c'est parce que je suis sucrée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, le journal de 7h. Ça a été compliqué en bourse hier. On a perdu plus de 3%. Les bonnes nouvelles, c'est parfois des mauvaises nouvelles pour les marchés. À tout de suite. BFM Business et RMC Découverte.